Alors, pour tout vous dire, tout au départ, on avait prévu une table ronde centrée un peu sur la problématique d'un sujet complètement d'actualité que tout le monde connaît, en tout cas pour les élus qui sont bien au courant de ce sujet, qui est le zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Et on s'était dit comment concilier des besoins, des enjeux de mobilité avec cette question. Et puis, ça a été quand même la croix et la bannière pour monter cette table ronde. On voulait même avoir plusieurs strates de territoires, des territoires ruraux, des territoires semi, on va dire, et puis des territoires urbains. Bon, on en est arrivé à voir le grand écart, puisqu'on a avec nous, et on est heureux, David Belliard, donc adjoint au maire de Paris. Alors, je lis parce que le titre est à rallonge quand même. D'accord. Ben, il saurait mieux dire, on va dire de la mobilité, des transports, voilà. Mais il y a plein d'autres choses, vous verrez. Et Gilles Noël, qui est président de l'association des maires ruraux de la Nièvre, qui est maire de Varzy, donc depuis 2014, et qui, moi je l'ai entendu aussi pas mal intervenir sur ces sujets d'aménagement du territoire, d'équilibre territoriaux entre les espaces urbains et ruraux. Et donc ça me semblait intéressant qu'il y ait ce débat entre deux sur la question qui nous intéresse aujourd'hui. Alors c'est vrai que ce débat d'aménagement du territoire, c'est un débat qui élargit un petit peu le propos. Aujourd'hui, on pourrait dire que la ressource rare, un petit peu pour les collectivités territoriales, c'est l'espace. Et la ressource rare, alors si on peut parler d'une ressource, et si on peut parler de rareté, mais ça c'est un vrai sujet, on pourrait en parler en anthropologie, pour l'individu, c'est le temps. On court partout, d'où cette recherche de vitesse dont on a parlé déjà ce matin. Et est-ce qu'on arrive à concilier, en fait, ce besoin d'espace avec ce besoin de temps? Et donc c'est un vrai sujet aujourd'hui d'aménagement du territoire, d'essayer de consolider et de faire s'entendre en fait ces deux points de vue, de trouver un équilibre en fait entre ces deux demandes qui pourraient apparaître relativement contradictoires. Alors j'ai prévu une question un petit peu classique pour rentrer dans la discussion, pour déjà un petit peu observer de quoi on parle en fait. Qu'est-ce qui se passe en matière de mobilité? Quelles sont les mobilités dans les transports en commun? Quelles sont les mobilités dans les transports individuels de part et d'autre? Alors on va peut-être commencer par David. On va être dans les grandes masses pour l'instant au niveau de Paris et puis on viendra après plus localement avec Gilles. Donc est-ce que vous pourriez nous dire ou nous préciser un peu quelles sont les grandes masses? Qu'est-ce que vous connaissez à la ville, mais vous pourrez peut-être me dire à l'agglomération, sur la fréquentation aujourd'hui des transports en commun et puis de l'usage du véhicule individuel? Merci, David. Alors merci d'abord, je n'avais pas prévu qu'il y avait quelques interventions, quelques questions un petit peu chiffrées, mais je vais vous en donner. D'abord, pour parler un peu peut-être du titre, moi je suis donc David Belliard, je suis adjoint à la maire de Paris, en charge des mobilités, des transports, de la transformation de l'espace public, parce que je vais y revenir, les deux sont intimement liés. Tu disais que la question de l'espace était une ressource rare, c'est particulièrement vrai dans une ville comme Paris. Je vais y revenir. Et puis, dans le titre à rallonge qui est le mien, il y a aussi la question du code de la rue. Là aussi, je vais y revenir parce que nous sommes en train de modifier considérablement la manière dont nous nous déplaçons à Paris, dans une ville comme la capitale. Et on voit advenir de nouvelles zones de tension et des nouvelles interrogations dans la manière dont on a de se déplacer et surtout de cohabiter dans l'espace public. Alors peut-être pour vous donner quelques éléments du coup de volume. À Paris, c'est à peu près 9 millions de Paris-Île-de-France d'ailleurs, métropole du Grand Paris. D'abord, Paris, c'est 2,2 millions d'habitants. La métropole du Grand Paris, 7 millions d'habitants. C'est 9 millions de trajets qui sont effectués dans les transports en commun par jour. Donc c'est évidemment des masses qui sont extrêmement importantes. On a globalement, par exemple, sur les déplacements qui sont les déplacements périphérie, centre-périphérie, aujourd'hui 80% de ces déplacements sont faits globalement en transport en commun, 20% en voiture, donc ça reste évidemment encore très important, mais la voiture est minoritaire, il faut simplement le dire, et elle est surtout liée et c'est très différent, par exemple, d'un territoire comme celui où nous sommes aujourd'hui. La voiture, elle est utilisée principalement par des professionnels et elle est utilisée aussi principalement par des gens qui ont de l'argent. C'est plutôt des CSP+, qui utilisent aujourd'hui la voiture ou l'automobile à Paris parce que c'est cher, parce que c'est compliqué, parce que effectivement aujourd'hui c'est un luxe de pouvoir se déplacer
en voiture, de manière individuelle, dans une ville comme Paris. Je vais mettre dans ces éléments de masse, peut-être pour donner un peu une photographie, les transformations qui sont en train de s'opérer, notamment sur la ville-centre. Donc, moi, je vais parler beaucoup de la métropole du Grand Paris. Et Paris, c'est en fait un centre-ville. C'est un centre-ville, c'est 10 km sur 10 km. C'est une ville qui est évidemment extrêmement dense. Et pour vous donner quelques chiffres, d'abord, il y a une explosion de l'usage du vélo. C'est un élément extrêmement important puisqu'on arrive à peu près à 10% aujourd'hui, globalement, des déplacements qui se font à vélo, et on a sur certains axes de la capitale plus de vélos sur certains créneaux, plus de vélos qu'il n'y a d'automobiles qui circulent. Donc c'est un élément qui est un élément extrêmement important et qui continue à s'amplifier puisqu'on a une augmentation tous les ans. On enregistre un certain nombre de records dans l'usage qui est fait du vélo. La deuxième chose, c'est le rapport à la voiture. Le rapport à l'automobile est en train de se transformer considérablement en centre-ville et particulièrement dans la capitale. On a une démotorisation très forte. 34% seulement des Parisiens qui ont aujourd'hui une voiture. Le taux de motorisation en France est plutôt aux alentours de 89-90% de mémoire. Donc, on a effectivement une partie de la population parisienne, une grande partie, une majorité de la population parisienne qui n'a pas de voiture. Et c'est particulièrement vrai, relatif à ce que je venais de vous dire sur qui utilise sa voiture aujourd'hui, dans les arrondissements qui sont les arrondissements les plus populaires. L'Est parisien, qui reste encore plus populaire que l'Ouest parisien, on a des taux de motorisation. Moi, je suis élu, par exemple, du 11e arrondissement. Alors, il n'a de populaire encore que sans doute l'imagerie, puisque vu les prix au mètre carré, mais on est plutôt à des taux de motorisation qui sont aux alentours de 20%. Donc on a 80% de la population de l'arrondissement où je suis élu, des gens qui n'ont pas de voiture. Et puis aussi, pour terminer cette petite photographie, vous dire que nous disposons 9 millions de flux de déplacements par jour. Ça veut dire que nous avons un territoire qui est un territoire exceptionnel en termes de maillage de transport en commun. C'est 309 stations de métro, 350 lignes de métro, 48 lignes noctiliens, c'est-à-dire 48 lignes de métro qui fonctionnent, de bus, pardon, 350 lignes de bus, 48 lignes de bus qui fonctionnent aussi la nuit. Nous avons des engagements qui sont très forts en termes de production de nouvelles infrastructures et notamment d'infrastructures vélo. En 3 ans, nous avons produit 80 km de pistes cyclables et notre engagement, c'est d'en produire 180 d'ici les Jeux Olympiques, pour faire de Paris une ville 100% cyclable. Ça ne veut pas dire que 100% des gens doivent utiliser évidemment leur vélo, mais ça veut dire que dans cette ville, lorsqu'on veut utiliser son vélo, on doit pouvoir le faire en toute sécurité et toute sérénité. Et ça, évidemment, c'est notre engagement. Et puis enfin, je l'ai dit vraiment en tout début, Paris est une ville qui est extrêmement petite. Ceci explique aussi cela, notamment sur l'usage du vélo. Une écrasante majorité des déplacements font moins de 5 km. À peu près 80% des déplacements font moins de 5 km. Nous sommes sur un territoire qui est un territoire de 10 km sur 10 km. Lorsque je suis, moi, arrivé à Paris, je viens de Haute-Saône, donc je n'étais pas du tout acculturé à la ville. Puisque la plus grosse ville de Haute-Saône, vous la connaissez, c'est Vesoul. Et pour le coup, moi, je suis un mec de la voiture. J'ai eu un permis de conduire avant d'avoir le bac. Et c'est vrai que quand vous arrivez à Paris, vous avez l'impression que c'est hyper grand. En fait, dès que vous commencez à vous balader et à marcher, c'est évidemment une ville qui est extrêmement petite en réalité, et c'est la raison pour laquelle 65% des déplacements qui sont effectués à Paris intramuros sont faits à pied. Et c'est évidemment aussi une des raisons pour laquelle, au prochain Conseil de Paris, la semaine prochaine, nous allons voter, et je pense, faire voter ce qu'on appelle un plan piéton, parce que la marche à pied n'est pas naturelle dans une ville comme la capitale et dans une ville extrêmement dense comme Paris, 10 km sur 10 km avec des pics de densité à plus de 20 000 habitants au kilomètre carré, plus que Calcutta. Et donc, en effet, la marche doit être un des éléments de politique publique et c'est un des engagements que nous avons de pouvoir continuer à la développer. Merci.
Alors Gilles, dans la Nièvre, est-ce qu'on a 9 millions de trajets par jour, 309 stations de métro? Plus sérieusement, est-ce qu'on arrive à repérer un petit peu l'utilisation? Alors, on parle beaucoup des transports à la demande, le TER, là où il y en a, monsieur le vice-président. La voiture, est-ce qu'on arrive à estimer l'usage, l'impact de la voiture dans un territoire comme... Écoutez, moi, c'est pas mon problème, c'est question de millions, de je sais pas quoi et de je sais pas quoi. C'est une question, hein, quand même. Oui, on divise par 100. C'est pas un reproche, David, mais c'est pas la question. On est dans un autre monde. On parlera pas de l'efficience, on parlera pas du bordel qu'il y a quand on circule à Paris, avec les travaux partout. On parlera pas de ceci, cela. Ceci étant, on y va tous à Paris et moi, je suis très content quand je repars. Mais c'est un autre monde. Non, mais c'est un autre monde. Moi, j'ai vécu à l'étranger. C'est pareil, il y avait un système de transport merdique et en France c'est très facile de se déplacer, enfin à Paris c'est très facile de se déplacer quand on a compris un peu le système dans le métro et autres, et puis il y a des taxis partout, il y a même des trottinettes de tous les côtés, donc c'est vrai que là quand j'ai de l'argent je sais pas quoi faire, je veux le dépenser, je vais à Paris, ça c'est clair, et le transport va être un élément de valorisation. Voilà, bon, après je disais, on y va tous à Paris. Non, mais dans le département de la Nièvre, on cause pas de ces choses-là, parce que nous, on pleure pour ces trucs-là. Nous, on a un bus qui passe sur 2 départements. Voilà. En plus, il faut le réserver maintenant avec un téléphone, sinon t'es bleu, tu peux pas prendre le chauffeur s'arrêtera pas. Ça coûte pas cher, parce que le prix a été géré au niveau régional, ce qui est un plus. Mais il n'y a pas de cadencement. Là, quand il nous parle du métro, du machin, du bidule, t'as des cadencements toutes les minutes, 2 minutes ou autres. Ça c'est bon pour se déplacer, ça c'est bon pour vivre, ça c'est bon pour autre chose. Nous, on survit avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On est comme toi. À 16 ans, on monte le cul dans une bagnole quand on peut, et puis on passe le permis, puis après on essaie de gérer ces affaires-là. On n'a plus de mobilette maintenant. On disait ce matin, il y a déjà plus de vélo, les gamins font pas de vélo, mais les mobiles, bon, ils ont des scooters et autres. Donc nous, on n'est pas du tout là-dessus. Donc nous, on s'habitue à vivre, et c'est ce que je disais ce matin, sur des logiques de proximité, chaque fois que c'est possible. Et du coup, on peut être d'ailleurs taxé, c'est ce que je disais, de manque d'ambition, puisque on va pas aller faire des études je ne sais où, ou on va pas aller choper un emploi à 75 km parce qu'on est cadre. Donc on n'a pas de cadre. Ou les cadres, ils sont sur la partie qu'on appelle la partie ligérienne. Bon, ça c'est pour pleurer, ça. Voilà, c'est l'épisode pour pleurer. Maintenant, on essaie d'être autonome, et la voiture nous permet, désolé, hein, mais la voiture, elle nous permet d'être autonome. Les gamins, les vieux et autres. Et je vais vous prendre 2 exemples. On est habitué tout petit à se balader. Quand on va à l'école, l'école, elle est plus dans mon village. Ça n'existe plus, ça. Je vais vous donner un chiffre. Il y a 20% des écoles, en Bourgogne-Franche-Comté, hein, je prends la maille de la Bourgogne, qui ont une classe. En France, le ratio, c'est 7%. Donc ça veut dire que quand je suis petit, je vais à l'école maternelle dans mon village, je vais à l'école CE, enfin élémentaire, machin, dans le village d'à côté, et je vais chez les grands dans le 3e village. Puis après, au collège, je vais plus loin. Donc moi, je suis habitué, depuis tout petit, à aller faire ci, faire ça. Et puis, l'État nous organise aussi les affaires, puisque lui, il a un regard sur le milieu rural depuis l'après-guerre. Hein. L'État a mis de l'argent pour reconstruire. L'État a mis de l'argent pour faciliter la vie. Et l'État a mis de l'argent chez eux, dans les métropoles. Parce que quand on cause avec eux, c'est des dizaines, des cinquantaines de milliards qu'on met quand on étend la ligne ceci ou on étend la ligne cela. Bien évidemment, ça coûte la peau des fesses, puisqu'il faut faire un pont, un tunnel, un machin, un bidule. Donc nous, on est habitués à se débrouiller seuls. Et on est habitué, je disais, le système nous emmène d'un endroit à l'autre. Donc il y a une adaptabilité, excuse-moi, il y a une adaptabilité sociétale qui nous est imposée. Alors, on le vit pas mal, hein, on a l'habitude de ça. On leur met un bus pour aller d'un endroit à un autre. On utilise, et de temps en temps, on prend le train. Ouais, on va voir le train. Alors, pas celui qui fait Nevers à Dijon en ce moment, parce que... Il va revenir. Bon, voilà, c'est ça. Bon, voilà. Donc on est habitué, en milieu rural, à organiser notre vie
avec ces déplacements. Et je disais l'école. La santé, je vais juste vous dire aussi 2-3 choses sur ces deux sujets qui sont aussi prégnants. Toi, tu parlais de l'espace public en liant avec ces logiques de mobilité. Et moi, je le fais aussi sur ce sujet de l'éducation et ce sujet de la santé. La santé. C'est simple, hein. En milieu rural, on consomme 20% de soins hospitaliers en moins qu'en milieu urbain. Alors, si je vous parle de dialyse ou de chimiothérapie, c'est 30%. C'est pas qu'on ne veut pas aller chez lui, hein. Mais c'est loin, c'est cher et c'est crevant. Quand vous faites Enfin, moi, je me mets à la place, même si je ne suis pas concerné par ça. Quand vous faites des séances comme ça, vous tapez 40 bornes le matin, 40 bornes le soir, bah écoutez, ça en rajoute. Donc on a les gens qui, du coup, n'y vont pas ou pas assez tôt. Et ça, le facteur de l'éloignement, on va dire, hein, plutôt que la mobilité, l'éloignement, ben c'est un calvaire quand on habite en milieu rural. Sauf quand on est... alors CSP+, je sais pas, mais quand on a les moyens dans sa tête et dans ses jambes pour aller ailleurs. Voilà. Alors si je reformule, c'est pas tant un problème de mobilité, c'est un problème d'accessibilité de services au public ou de services publics. Et du coup, il y a des SDASP qui ont été signés dans les départements. Qu'en est-il Des quoi le schéma d'accessibilité. Qu'en est-il de la Nièvre sur cette question? Désolé, je suis pas un expert par rapport à ça. Je savais même pas que ça existait. Donc je suppose que parce que l'État organise les affaires, ça c'est pas le problème. Mais on voit bien que tout est organisé à partir de la ville. Donc je suppose que les schémas départementaux d'accessibilité, ils sont organisés comme ça. Nous, de toute façon, enfin, je le dis, c'est sans forfanterie. On s'est habitué à tout ça, hein. Un peu en baissant la tête, un peu en essayant de trouver des techniques de contournement par rapport à ça. Mais la vie, elle est organisée comme ça. Et nous, on sait qu'à la ville, c'est le cas de le dire, hein, la vie à la ville. Alors, elle a d'autres soucis, hein, parce que quand je parlais des trottinettes ou quand tu parles d'espace urbain, trottinette, vélo, à pied, voiture, bus. Et bon, on voit bien que vous avez des choses à régler de façon différente. Mais au niveau de l'accessibilité, oui, sur le principe, mais ici ou là, ça fonctionne pas parce que dès que tu t'éloignes de la ville, dès qu'on s'éloigne de la ville préfecture ou du chef-lieu d'arrondissement, bon bah là faut se débrouiller. Mais ce qu'on entend, c'est on a ce sentiment de territoires qui subissent et de territoires qui sont plus, qui arrivent plus à trouver les leviers pour essayer de contrer en fait la problématique à laquelle vous êtes confrontés, en fait. Alors, et peut-être dans la relation aussi, après on reviendra vers la ville, mais dans la relation interterritoriale entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Alors, d'abord, on est 33%. Vous savez, l'INSEE a classé en 4 catégories les ruraux. On est passé de 18% le 31 décembre à 33% le lendemain. Bon, ça, c'était du lobbying qui a été fait au niveau national et aussi au niveau européen. Il y a des gens qui se battent pour expliquer à l'État qu'après le périphérique, c'est pas la pampa. Alors, je le dis, c'est pas pour caricaturer, parce qu'il y a des fois quand même, quand on cause avec des hauts fonctionnaires à Paris, il y a de quoi s'énerver. Donc 33% de la population rurale. Et on occupe combien ? 88% du territoire national. C'est comme ça que ça... C'est pour ça qu'il fait bon vivre chez nous, hein. Les aménités, ça se passe bien, puisqu'on a quand même juste cette notion d'espace. Donc oui, moi je le redis, on est habitué par rapport à ça. Et puis après, vous avez des relations qui peuvent se tisser entre communes. Mais l'État nous a obligés à se grouper dans des établissements publics de coopération intercommunale, ce qu'on appelle les comités de communes ou comités d'agglo. Et là, bien sûr, hein, c'est le plus gros qui veut régner. Donc, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. En plus, pour la mobilité, bon, la région en prend un bout. Nous, les communes, on est quelquefois autorité organisatrice de mobilité de niveau 2, si je dis pas de bêtises. L'État, mais si quand même, il me semble. Hein, il me semble. Donc, nous, on avalise quand les gamins veulent des cartes scolaires et des choses comme ça. On est au garde à vous par rapport à ce qu'on subit, parce qu'il y a des fois... Michel, il exagère sur les territoires, sur les transports scolaires, mais voilà. Donc, si vous voulez,
Oui. Non, mais après, ça fait partie des réalités d'abord, hein, parce que ce que je... Exactement, ça permet d'échanger. C'est un dialogue territorial. Voilà. Puis ça fait d'ailleurs un peu des fois dialogue de sourds parce que il répond pas toujours. Bon voilà. Donc voilà, on est confronté à la chose qui est compliquée, c'est-à-dire qu'il y a l'éloignement des centres de décision. Alors je peux donner un exemple puisque tu insistes, Michel. Je vais vous donner un exemple. Début septembre, vous avez un bus qui ramasse les gamins à 5 km, qui amène à l'école le matin et le soir. Et 3 jours après, le bus passe le matin, les gamins font coucou, et le chauffeur fait coucou, mais il passe. Et le soir, il ramène les gamins à l'arrêt de bus. Donc là, vous vous dites, il y a quand même quelque chose. Donc le premier que j'appelle, moi, c'est pas Michel, c'est le transporteur. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais comment ça se fait? Comment tu peux faire ça? Et il dit, je suis obligé. Bon, ok. J'ai une obligation de la région. Bon, ok, va pour l'obligation de la région. Donc du coup, appelle la région. Donc on est en septembre. Hein, qui explique qu'il y a un problème administratif. Voilà, c'est son terme, Michel. Il y a un problème administratif. On ne peut pas prendre les gamins le matin, mais on peut les ramener le soir. Non mais vous vous rendez compte, vous rigolez. Mais vous vous rendez compte le cirque que ça fait dans un village? Avec toutes ces histoires de les familles, elles s'organisent pour amener les gamins à l'école parce qu'elles ne veulent pas les voir à la maison toute la journée. L'école est obligatoire, je vous rappelle, même dans la Nièvre. Puis après toutes les histoires, c'est le grand-père qui y va, c'est le voisin, c'est bon bref des histoires. Alors, ça vous paraît abracadabrantesque ce que je vous raconte, mais c'est du vécu, hein. C'est du vécu. Hein. Donc l'autre il arrive en retard parce qu'il est en train de soigner les vaches et puis il a oublié les gamins, la grand-mère, enfin bref. Donc un peu le cirque quand même. Sauf que on est en décembre. On est en décembre. C'est toujours pas réglé. Et lui il répond plus. Michel. Voilà, il est là, il va répondre, mais peut-être pas tout de suite. Il n'a pas besoin de répondre. Il n'a pas besoin de répondre. Et puis c'est pas. Bon, c'est pour ça. Je disais bien qu'on allait rentrer dans une polémique. Michel il sait gérer les affaires comme ça. Et résultat des courses, un vendredi soir en février, 19h30, les familles sont appelées. Lundi, le bus passera, et matin et soir. Donc vous imaginez l'incompréhension qu'est la nôtre par rapport à ça, sur un problème que nous, on ne sait pas gérer. Simplement, bien évidemment, le maire, il est le premier rempart. C'est notre fonction, hein. On est comme ça. Et donc, on ne se comprend pas les uns les autres. Donc voilà, les problématiques d'éloignement, alors on a parlé physique, mais aussi de décision, puisque le transport avait été transféré du département à la région. Donc nous, on connaissait les gars au département, on commence à les connaître, et quand on tombe sur quelqu'un, là c'est bon, parce que d'abord on ne le lâche pas, et il fait le boulot. Donc ça, on arrive. Mais vous vous rendez compte, les histoires qu'on subit comme ça, bien sûr, Michel, il dit que ça fait caricatural. Oui, ça fait caricatural. Mais je peux vous dire, c'est vécu. J'en ai même d'autres, mais je vais arrêter là. C'est ça. En off. Bon, merci Gilles. Bon, on va revenir à des questions peut-être plus globales qui sont, parce que vous avez chacun vos préoccupations et chacun des difficultés différentes, évidemment, sur les territoires plus urbains, et notamment très denses comme ceux de Paris, hein, comme le rappelait David. On n'est pas confronté au même sujet en termes d'accessibilité aux services. Ça t'a pas échappé. C'est pas tout à fait le même sujet. Ouais. C'est pas tout à fait le même sujet. Ouais. On parle d'urbanisme. Et donc, du coup, la question... Alors, moi, je relevais un chiffre. Alors, je suis assez intéressé d'entendre ces 20% de voitures en ville, 34% des Parisiens qui ont une voiture, etc. Il y a un économiste des transports que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Yves Crozet, qui dit qu'en Ile-de-France, il y a 144 voitures par kilomètre de chaussée disponible. Donc, c'est énorme, en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à concilier aujourd'hui déjà, et demain, ces problématiques d'urbanisme sur Paris et son agglomération, et le développement de la mobilité, et le développement des mobilités même. Alors, vaste question. T'as raison de dire que c'est pas le même territoire. Moi, j'attends quand même la réponse de Michel, mais que je ne connais pas d'ailleurs. Mais tout à fait, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Il va en vélo, c'est pour ça. Bon, très bien, parfait. C'est doux à mes oreilles. Alors, eh bien, au revoir, Michel. Eh bien, d'abord plusieurs choses.
il faut revenir sur le truc. Moi, j'entends effectivement un peu ce que tu dis en creux, c'est que nous, on a plein de trucs et que vous n'avez rien. On est. Oui, mais il y a un sujet. D'abord, c'est que le phénomène de métropolisation, le fait de la surconcentration. Pardon, mais on le vit aussi, on le subit aussi. On le subit. La question de la pollution de l'air, on l'a subie. La question des embouteillages, on le subit. Il y a 550 000 personnes qui habitent à côté du périphérique. Le périphérique, c'est une autoroute urbaine. On fait passer une autoroute en plein cœur de la ville. Parce qu'en fait, il porte très mal son nom, le périphérique. C'est une autoroute intra-urbaine en plein cœur de ce qu'on appelle le Grand Paris. Et il y a 550 000 personnes, c'est-à-dire l'équivalent de la ville de Lyon, qui habitent à proximité du périphérique. Et lorsque vous regardez les cartes, et notamment les cartes en termes d'impact sanitaire sur ces gens qui habitent à proximité, eh bien c'est terrifiant. C'est effroyable cette question. Donc la question de la métropolisation, de la surconcentration des richesses, la surconcentration des moyens sur des petits espaces, des confettis comme Paris, eh bien une grande partie des Parisiens et des Parisiennes et des Franciliens et des Franciliennes, ils n'en veulent plus. C'est ça aussi le sujet. Et que c'est pas pour n'importe quelle raison que les Parisiens ils viennent acheter des baraques chez vous. C'est parce que parce qu'ils ne supportent plus la vie qui est la vie urbaine. J'en parlais tout à l'heure, disant moi ça fait 20 ans que je suis à Paris et je pense que je finirai pas mes jours à Paris. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué la ville à Paris. C'est fatigant. C'est vrai que le fait d'avoir un retour à la campagne et notamment dans l'Est, eh bien, vient vous titiller à partir du moment où vous dépassez les 40 ans, surtout quand vous avez des gamins, parce que c'est évidemment extrêmement difficile à vivre. Je le dis parce que la première des réponses à la question de l'urbanistique, il faut arrêter avec ce truc de métropolisation. Il faut arrêter. Et que lorsqu'on investit dans une meilleure répartition des richesses et des moyens, et notamment des moyens en termes de transport. Je parle du ferré. Moi, la première pétition que j'ai signée quand j'étais gamin, enfin plus jeune, c'était pour sauver la ligne Paris-Vesoul. Enfin, à l'époque, c'était Paris-Bâle. Et qui est une ligne qui fonctionne très mal, toujours maintenant, et qui offre un service qui est un service que moi, je considère comme très... assez nul, alors qu'en fait on en a éminemment besoin. Et je pense qu'une des clés, c'est d'arrêter avec ça et de mieux répartir les richesses sur le territoire. Ça, c'est la première des clés. Ça, c'est quelque chose qui nous échappe un peu d'une certaine manière, mais c'est bien de le redire. La deuxième chose, c'est qu'en effet, si nous voulons récupérer dans ce que nous faisons, si nous voulons changer nos manières de nous déplacer à Paris, je vais parler de deux choses. La première chose, c'est la question de l'espace. J'en parlais tout à l'heure. Donc, c'est un confetti de territoire. C'est 10 km, encore une fois, sur 10 km. C'est, en gros, à Paris même, c'est 10% des déplacements qui sont faits en voiture. Donc, c'est très minoritaire. La voiture, elle occupe 50% de l'espace public. 50%. Les rues, les stationnements, les parkings, c'est énorme. Énorme. Et donc, ce que nous faisons, et ce que nous cherchons à faire, c'est à reprendre cet espace public. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire piétoniser, ça veut dire fermer des rues, ça veut dire changer des flux, en tout cas des réseaux de transport, enfin la manière dont les voitures, je vais y arriver, circulation, enfin les plans de circulation, donc pour faire quoi ? Parce que en fait, ce qu'on veut, c'est réduire le nombre de voitures qui circulent dans la capitale pour pouvoir proposer des autres alternatives. On parlait du vélo, on est souvent raillé sur le vélo, notamment chez vous, parce que c'est un truc de bobo. Bon. Le vélo, c'est une clé, évidemment, ça ne peut pas s'appréhender de la même manière partout. Mais chez nous, c'est particulièrement adapté. C'est vrai. C'est un truc qui répond, qui pollue pas, qui émet peu de pollution, qui est quasi zéro en termes d'émissions de CO2. Bon, on a les vélos électriques, mais globalement, c'est rien par rapport à une voiture individuelle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on applique une règle basique en transport. C'est que lorsque vous créez de l'offre, vous créez de la demande. Si on a des trains qui roulent, les gens prendront les trains. Et lorsqu'on a des pistes cyclables qui fonctionnent et dans lesquelles vous êtes en sécurité, bingo, les gens, ils prennent leur vélo.
Et donc c'est exactement ce que nous faisons. Mais ça, c'est un choix, parce que tout le monde, chez nous, droite, gauche, tout le monde est d'accord, main sur le cœur sur la question du vélo. Mais quand vous êtes sur le détail, c'est-à-dire quand vous dites, bah là, on va être obligé de fermer une rue, parce que la piste cyclable, on ne la fait pas sur le trottoir. La piste cyclable, on la fait à la place de là où passaient les voitures. C'est ça le truc. Et bien ça, effectivement, ça nous oblige à récupérer de l'espace sur la voiture. Et ça, c'est des conflits qui sont des conflits politiques qui sont majeurs et extrêmement violents. J'entends que le message que nous passons, et ça, pas merci les médias, c'est que chaque fois que, je le sais, chaque fois que je vais sur un plateau télé et que je raconte l'histoire du vélo, évidemment, quand des gens qui habitent Vesoul ou qui habitent Dole, ils entendent que je veux qu'on veut les obliger à prendre le vélo. Bien sûr que non. Même si je pense que d'ailleurs les infrastructures vélo devraient être largement développées en milieu rural, parce qu'il est beaucoup moins dangereux de rouler à vélo dans une ville comme Paris que de rouler à vélo sur les routes de campagne à côté d'ici. Donc ça, évidemment, c'est un enjeu de penser la complexité. Et la complexité, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une accélération des dérèglements climatiques, beaucoup de pollution, et que du coup, on va être obligé de lâcher la baguette magique qu'est la voiture. La voiture, c'est une invention magnifique sur le papier. C'est une invention qui vous permet de vous déplacer de 0 à 1000 km de manière extrêmement simple. Et surtout de manière extrêmement confortable et finalement assez sécurisée. Bon. Sauf qu'on sait que c'est pas tenable. On sait qu'on ne pourra pas continuer à le faire. On ne pourra pas continuer à faire vivre, combien tu disais, 180 ou 174 voitures 144 voitures sur 1 km de linéaire. Ça, c'est le cas dans une métropole comme le Grand Paris. Mais globalement, on sait que de toute façon, nous ne pourrons pas continuer à faire du tout voiture individuelle. Donc il faut penser la complexité. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis évidemment extrêmement favorable. Et même plus que ça, je pense que politiquement, c'est très important. J'ai vu quelques élus que je connaissais. Alors, je ne connaissais pas Michel, mais d'autres élus que je connais, qui se battent pour qu'il y ait des investissements sur le rail dans les régions qui sont des régions rurales, parce que quand il y a des investissements sur le rail dans les régions qui sont les régions plus rurales et qui viennent à Paris, eh bien, c'est bon pour nous aussi. Parce que les gens, ils prennent le train et pas la voiture. C'est ça aussi notre enjeu. Et enfin, troisième chose, juste pour vous donner quand même quelques éléments. Un des éléments urbanistiques majeurs, c'est effectivement la reconquête de l'espace. Et nous sommes dans des villes, une ville ici où il y a plein de campagnes, il y a de la verdure et tout ça. Chez nous, non, c'est pas le cas. Chez nous, en fait, il y a des parcs, il y a 2 grands parcs, ça s'appelle le Bois de Boulogne et le Bois de Vincennes. Grosso modo, c'est ça. C'est 3 km, 3 mètres carrés d'espace vert par habitant dans une ville comme Paris. C'est-à-dire, en fait, en gros, c'est peanuts, c'est rien du tout. Sauf que une ville, quand vous subissez une canicule en plein cœur de Paris, vous avez 42, 43 degrés, comme ça s'est passé en 2019, eh bien, quand vous vous levez chez vous et que vous allez dans la rue le matin, il fait 7 degrés de plus que ici, par exemple, à la même heure. 7 degrés. Donc, c'est ce qui se pose à nous, et ce qui se pose à nous collectivement, au demeurant, mais ce qui se pose à nous, particulièrement nous, les urbains et les bobos, c'est de savoir si on va continuer. Ça se pose à vous parce que sinon on va venir chez vous. C'est le truc de se dire, mais massivement, pas juste en achetant une vieille ferme qu'on va retaper. On va venir massivement. Vous allez voir après les prix. Viendez. Je suis pas sûr. Ça. Mais il faut pas qu'on vienne tous. Mais par contre, le truc, c'est que globalement, ce qui se pose à nous, c'est la vivabilité de la ville. C'est-à-dire de savoir si dans 20 ans, nous pourrons continuer à vivre à Paris. C'est ça le sujet. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça le truc. Et donc nous avons besoin non seulement de transformer nos manières de nous déplacer, mais aussi de recréer des espaces verts, parce que tout est lié. C'est pour ça que j'insistais sur la question de transformation de l'espace public dans mon titre et dans mon intitulé. À 10 000 € le mètre carré, je vous laisse calculer. Moi, je ne l'ai pas vraiment fait, d'ailleurs. Combien ça va nous coûter, cet argent? Parce que créer un espace vert ou créer une piste cyclable, le truc, c'est que ce n'est pas rentable sur un plan comptable et financier. C'est que du coup, c'est de l'investissement public majeur et que les emprises, les dernières emprises qui sont encore disponibles à Paris, souvent c'est les emprises SNCF d'ailleurs, nous devons les transformer non pas en bureaux qui sont ultra rentables, mais nous devons les transformer aujourd'hui en parcs, en pistes cyclables, en lieux pour pouvoir marcher, parce que l'enjeu, c'est encore une fois de savoir si oui ou non on va pouvoir continuer à vivre. Et notre seul chemin,
Notre seul chemin, c'est de changer la ville. Et changer la ville, c'est de sortir la voiture. On me demandait tout à l'heure si je croyais à la ville sans voiture. Je ne sais pas que j'y crois ou j'y crois pas. C'est qu'il nous faut des villes sans voiture. Parce que la voiture, ça prend trop d'espace. Ça bitumise trop. Ça pollue trop. C'est pas adapté dans un contexte de dérèglement climatique. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui se pose à nous. Je voulais quand même vous le partager. Oui, merci. Alors justement, on reste avec... On peut applaudir aussi au passage. On reste avec David pour finir, et après je viens vers vous, rassurez-vous. Une dernière petite question pour faire un peu de projection, aller voilà, se projeter vers l'avenir, et justement sur ces problématiques de la place de la voiture, etc. Demain, la ville, en fait. Si on parle uniquement des modalités de transport, des différentes modalités de transport, vers quoi on va, en fait, à l'horizon 2050, etc. Est-ce qu'on va vers des voitures électriques partout, des bornes électriques à chaque pied d'immeuble? Est-ce qu'on va, je ne sais pas si vous avez vu récemment, nos chers amis chinois qui commencent à imaginer les véhicules dans le ciel, hein, donc on va passer par les airs. Ils ont même inventé, et la prototypise, je ne sais pas comment on dit, enfin, il y a un prototype à l'horizon 2025, ils pensent la commercialiser, une voiture volante, c'est-à-dire une vraie voiture qui sort ses ailes et qui décolle, et qui va livrer je ne sais quoi, etc., etc. Et ils pensent que ça, c'est l'avenir demain, en fait. Donc les bouchons sur Terre seront en l'air, peut-être. Et vers quoi on va? La ville du futur, ça serait quoi pour Paris? Et après, on viendra au territoire. C'est moi? Oui, c'est moi. Ah oui, Paris, c'est moi. Pardon, c'est mon côté un peu... Mais non, c'est mon côté Haute-Saônois. Donc, bon, Paris, c'est moi. Mélenchon n'aurait pas démenti cette phrase. C'est une déclaration, monsieur le futur maire de Paris? Non, c'est pas encore. En fait, il y a un débat. Mais d'ailleurs, c'est le sujet. Enfin, il y a des débats. Moi, je ne sais pas ce que sera la ville du futur. Moi, je peux vous dire ce que je pense, ce qu'elle devrait être, et quels sont les combats politiques que nous menons. Nous avons aujourd'hui un débat, par exemple, sur le SDRIF. Joie et bonheur, je l'ai même pas en tête, mais c'est le truc qui fait l'organisation, qui se projette sur l'organisation de nos transports. Bon, c'est schéma directeur. Merci, Catherine. Et on a aujourd'hui ce schéma directeur, il est porté par la région. Et la région, c'est Valérie Pécresse. Pardon de politiser un peu, mais c'est quand même c'est le débat. C'est le débat. Non, mais c'est un débat, voilà. Qu'est-ce qu'il prévoit aujourd'hui, le SDRIF tel qu'il est posé? Il prévoit plus de voitures. Et il dit quoi? Il dit que ces voitures, elles vont devenir électriques. Et donc, du coup, on va avoir une solution qui est une solution clé en main. Moi, je ne suis pas contre la voiture électrique. On déploie 8000 bornes aujourd'hui de recharge dans Paris. Et c'est un de nos enjeux d'électrifier la flotte. Et notamment sur du particulier. Mais dire qu'on va trouver une solution en remplaçant une voiture thermique par une voiture électrique, c'est une illusion. Et je vais même vous dire, c'est un mensonge. Moi, mon point à moi, en tant qu'écologiste et en tant que membre de l'exécutif parisien, c'est d'aller vers plus de sobriété. Plus de sobriété dans la manière dont nous nous déplaçons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de collectif. Collectif, c'est d'abord les transports en commun. C'est pour ça qu'on investit dans les transports en commun. Oui, on dépense des centaines de millions d'euros dans la création de nouvelles lignes. C'est vrai. Je le dis quand même, c'est que tous les gens qui habitent à Paris ne sont pas riches. C'est même là où on a les poches de pauvreté les plus importantes dans les grandes villes, et notamment dans les métropoles du Grand Paris. Un des territoires qui est aujourd'hui le moins bien desservi en termes de transport en commun, c'est le 93. C'est un des départements les plus pauvres de France. C'est au nord de Paris. Donc c'est la métropole du Grand Paris. Donc on a besoin de transports en commun. On a besoin de continuer à investir dans les transports en commun. Certes, on subit beaucoup la métropolisation. Certes, on subit la concentration de population. Mais il faut proposer aujourd'hui plus de transports en commun collectif. On a besoin de donner des alternatives à la voiture individuelle. On les a déjà à l'intérieur de Paris, dans la ville-centre. C'est faux quand vous allez sur un plateau de CNews, quand vous écoutez un plateau de CNews et des gens de droite nous expliquer qu'en fait, il n'y a pas d'alternative et qu'avant de faire des pistes cyclables ou je ne sais pas quoi d'autre, il aurait fallu penser les alternatives. Les alternatives, elles ont été pensées il y a 1 siècle à Paris. Les métros, les bus, on les a. En vrai, c'est pas vrai. Et moi, ça a été une libération d'arriver dans cette ville et de me dire que j'allais économiser 500 balles par mois parce que j'allais pas avoir de voiture.
Parce que c'est quand même ça la réalité. Bon, après, j'ai vu le loyer et donc j'ai compris où allaient les 500 balles supplémentaires. Mais bon, globalement, un peu plus, ouais. Mais ça se compense. On estime que les gens qui habitent à Paris, ils économisent en gros 9% par rapport à vous, si vous habitez dans le coin, sur cette question-là. Mais après, la vie à Paris est beaucoup plus chère au quotidien. Mais en demeurant, la question, c'est qu'effectivement, il faut se sortir en fait du tout voiture individuelle. On a plein de sujets. Moi, je crois beaucoup au vélo. Le vélo, c'est une technologie qui existe. Alors, même s'il y a les vélos électriques et qu'il y a des filières aujourd'hui industrielles, d'innovation, qui sont en train de se mettre en place. Mais le vélo, grosso modo, c'est une technologie qui existe depuis 120 ans. Hein. Et donc, du coup, c'est ça qu'il faut, à mon avis, aller chercher. Taxi volant, tout ça, il faut oublier. Les taxis volants, ça ne répond à aucun besoin. C'est vraiment le sacre, la sacralisation de la technologie dans le fait qu'elle n'apporte aucune réponse aux besoins sociaux aujourd'hui, notamment en termes de mobilité. Et puis enfin, simplement quand même pour vous dire que je ne suis pas un anti-voiture, en plus j'aime beaucoup conduire, je pense que la voiture individuelle, elle aura toujours sa place, évidemment. D'abord sur les trajets essentiels, les professionnels, les personnes en situation de handicap, les seniors, bien entendu. Simplement, aujourd'hui, 80% des trajets qui sont faits en voiture sont faits seuls dans la capitale. C'est-à-dire, en fait, vous êtes tout seul dans votre voiture. Bon. C'est donc 1,4 tonne pour, en gros, moyenne, 1,3 tonne, je crois, la moyenne d'une voiture aujourd'hui, poids d'une voiture, pour déplacer 80 kilos. Grosso modo, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais c'est grosso modo en moyenne. C'est une aberration. Une aberration pour faire des trajets qui font moins de 5 km. Donc la question, c'est aussi d'utiliser la voiture peut-être de manière, j'aime pas le terme, mais j'ai pas trouvé mieux, plus vertueuse lorsque c'est possible. Et notamment toute la question qui est posée avec la transformation du périphérique que nous portons aujourd'hui, que vous avez peut-être entendu, qui fait débat, sur notamment le développement du covoiturage. C'est-à-dire d'être à plusieurs dans la voiture. La voiture n'est pas destinée forcément à être un transport individuel. Ça peut être un transport qu'on pourrait qualifier de semi-collectif. Ça s'organise, c'est compliqué. Je le sais, ça nécessite beaucoup d'investissement et c'est pas un truc comme ça qu'on fait parce qu'on arrive à s'organiser entre soi. Non, ça doit être porté par une politique publique. C'est ce que nous cherchons à faire, d'abord en favorisant une infrastructure qui serait une voie dédiée pour le covoiturage à certaines heures de la journée sur cette autoroute urbaine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, c'est aussi d'organiser la filière du covoiturage. Oui, en voiture électrique, bien sûr, parce que c'est mieux que la voiture thermique. Mais par contre, l'idée, c'est d'avoir moins de voitures pour autant de trajets. Voilà, peut-être un peu dans le désordre. Merci. Gilles, dans les territoires ruraux de demain, est-ce qu'on est aux antithèses de tout ça ? Est-ce qu'on essaye de lutter peut-être un peu plus sur l'usage du véhicule individuel ? Est-ce que demain, les petites interstices laissés par Lausanne nous font encore fabriquer des routes ? Est-ce qu'on va vers les vélos auto, dont pas mal de boîtes commencent à se développer ? Alors, d'abord, ou les taxis volants ? Moi, quand je serai grand, j'habiterai pas Paris. Hein. Parce qu'avec ce que tu retraces et ce système de compensation que vous essayez de faire avec de la concentration de plus en plus importante, qui éloigne les gens du coup de Paris, qui du coup doivent trouver des solutions que toi tu dois financer pour leur permettre de pouvoir rentrer le soir avant ceci, cela, parce qu'ils peuvent pas dormir, ça coûte tellement cher. Enfin bon, quand je serai grand, j'habiterai pas là-bas. Pour la campagne, c'est le milieu rural, nous on appelle ça les milieux ruraux, parce que je vous ai dit, on a plusieurs catégories. Moi, ce que je souhaite pas, c'est être livré en médicaments par un drone, avoir une boîte à pain pour manger moins dur, enfin, avoir des éléments technologiques qui nous écarteraient de nous, les hommes et les femmes. Les machines, là, ce que tu disais, là, je vais dans un endroit ou l'autre. Moi, j'espère qu'on n'aura pas deux mondes, parce qu'on est quand même dans une culture de l'inégalité, hein, quand aménagement territorial politique publique, de mobilité, où je vous ai le soin, enfin la santé, où je vous ai dit, on est dans une inégalité confondante. Alors demain, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, ça ne va pas dépendre forcément de nous. Nous, on pèse que 33% de la population. Donc honnêtement, à Paris, excuse-moi de revenir toujours à ça, à Paris, ils ont un autre regard sur les choses. Donc, comment ça va se passer ?
J'en sais rien. On s'équipe aussi, on copie ce que fait la ville, comme pour d'autres trucs, on copie ce que fait l'entreprise. Donc on met des bornes de recharge. Chez moi, dans mon village, elle fait 50 kilowatts. Et il y en a une autre à 16 km et une autre à 10 km pour permettre de faire soit la maille ou soit simplement de recharger. Donc l'électrique, de toute façon, il nous est vendu comme ça. On nous a vendu le diesel. On nous vend l'électrique. Peut-être qu'effectivement, demain, on va nous vendre des objets volants. Je sais, il y a une mécanique du monde libéral, tu parlais de la droite, mais il y a une mécanique du monde libéral qui fait qu'on est aspirés tous les uns les autres à consommer. Le principe, c'est le consumérisme. Voilà. Et le up-to-date, en France, c'est de fermer ses magasins le jour du Black Friday. C'est pas mal ça. Hein. Je ne sais plus quel groupe l'a fait. Ça leur a coûté 500 000 balles de chiffre d'affaires en moins, mais ça a fait une campagne de pub. Il paraît tellement bien que tout le monde y retourne ou je ne sais quoi. Donc on est dans des logiques complètement folles. Amazon nous a montré le chemin d'ailleurs par rapport à ça, puisque j'ai besoin d'un truc. Bon, je vais pas faire mon kilomètre ou mes 500 mètres ou mes 10 kilomètres. Non. Je vais le taper sur le bazar et je vais le recevoir chez moi. Donc, du coup, on a des facteurs qui, eux, sont contrôlés, non pas sur les timbres qui vendent ou les lettres qui distribuent, puisqu'il y en a de moins en moins, mais sur les bouts de carton qui derrière vont se retrouver dans les poubelles derrière. Enfin, voilà. Donc on est dans un système comme ça. Donc moi j'aimerais bien ne pas être tel la béquée, quoi, attendre que les trucs ils arrivent et pouvoir gagner un peu en autonomie, en indépendance. Et puis si en capacité, je disais bon, je reviens à ça, hein, me soigner. Manger et autres. Alors, on a des facilités puisque quand on parle du manger ou quand on parle de l'air frais, c'est chez nous que ça se passe. Quand on parle de la transition écologique, c'est chez nous, c'est toujours pas à Matignon qui vont mettre ou devant. Pas encore. Ou devant l'hôtel de ville qui vont mettre des bazars, quoi. C'est pas comme ça que ça va se faire. C'est bien chez nous que ça va se faire. Donc si on pouvait trouver de quoi discuter avec les métropoles, avec les villes, parce qu'on dit, alors du coup on charrie un peu, hein, on ne discute pas. C'est un autre monde. Eux, ils ont leurs propres soucis, on a entendu, et moi je vais verser une larme pour tout ça d'ailleurs. Mais on se cause pas, parce que c'est deux mondes différents. Je disais la région, alors bien sûr Michel parle de caricature, mais on se cause pas. Donc nous on est dans nos trucs, à essayer de se guinder, à se mettre des cloches, essayer de débrouiller, et la ville, elle fait pareil, elle défend ses intérêts, et du coup, effectivement, elle a d'autres soucis à régler. Mais on n'a pas de lieu où la ville et la ruralité se causent. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on bagarre. On a maintenant une secrétaire d'État, je crois. Ah non, elle est ministre des collectivités et de la ruralité. Vous imaginez? C'est quand même excellent. Hein, c'est comme le ministre de la Santé, c'est le ministre de la Santé et de la prévention ou des préventions. C'est dans la sémantique, c'est excellent. Mais derrière, si vous voulez, quand elle cause à Bercy, elle s'appelle Madame Faure. Quand elle cause à Bercy, les gars ils disent c'est qui, c'est quoi, enfin, on s'en sort. Non mais on pèse pas. Donc les choix vont nous être imposés. Quand je disais des milliards qui sont faits pour allonger les transports, c'est vrai, c'est parce que ça coûte énormément d'argent. Et ça a une vertu, c'est de pouvoir ramener des gens pour travailler. Parce qu'au final, qu'est-ce qui nous intéresse à travers la mobilité ou à travers la santé? C'est qu'en ville, tout le monde soit en bonne santé pour aller bosser. C'est ça qui fait gagner la TVA. Non mais, je caricature un peu en vous disant ça, puisqu'il a employé ce mot-là. Ou pour la mobilité, c'est qu'ils viennent bosser, les gens. C'est pas autre chose. Donc, la société, elle s'organise pour qu'on aille bosser. Alors, quand on est vieux, non. Maintenant, ça a un peu reculé. Les vieux ont un peu reculé. Pas vous, monsieur, c'est trop tard. Hein. Mais voilà. Mais la société, elle est organisée, le monde libéral est organisé pour qu'on aille travailler. Donc la mobilité, c'est un élément qui favorise la capacité de produire, de consommer, de rapporter de la TVA et autres. Donc, et l'aménagement du territoire, il s'organise aussi comme ça. Donc, nous, si tu veux, on est les parents pauvres, il n'y a pas de boulot. Enfin, pas de boulot, on ne peut pas dire ça, mais on n'a pas suffisamment de travail chez nous. Donc, nous, mais ça fait des siècles que ça dure. 18e siècle, les gens sont partis en ville. 19e, on a fait les industries. Bon, donc ces logiques d'aménagement du territoire, elles sont tronquées aujourd'hui. Et malheureusement, voilà, il a raison. Il faut qu'on organise la ville, il faut qu'on aménage. La voiture prend trop de place. Moi, je suis tout à fait d'accord. Si j'étais à ta place,
peut-être que j'aurais le même... Enfin, je pense que j'aurais la même conscientisation à régler ces réalités-là pour une population qui, elle, y trouve des avantages. J'allais dire, on n'a peut-être pas la carte orange dans sa poche, mais on a des systèmes de transport magnétiques, parce que la ville, on en a besoin. Si je reviens à la santé ou autre. Là. Donc, nous, en milieu rural, c'est pour ça qu'on essaie de porter la voix à Paris, pour défendre aussi des intérêts, non pas pour s'opposer. Quand je disais l'alimentaire ou autre, c'est chez nous aussi que les patates elles poussent, hein, c'est pas ailleurs. Hein. Ou des circuits courts de chauffage, réseau public de chaleur, c'est les forêts. Tout à l'heure, je disais à David que c'est 8,6 mètres carrés à l'habitant, les surfaces boisées et vertes. C'est ça qu'on disait. Voilà. À Paris, c'est 8,6. 8,4. Lui parlait que des espaces verts. Mais quand vous additionnez avec les bois, parce qu'il y a aussi des bois en région parisienne, c'est 8,6. Son objectif, c'est quoi? Que ça fasse 10 mètres carrés par habitant. Et dans toute la partie est de Paris, là, on en discutait tout à l'heure, il y a un enjeu important pour ces problématiques de chaleur, pour ces problématiques de respiration et autres. Mais nous, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Hein. Au contraire, même. On pourrait même en vendre. Tiens, si ça t'intéresse, David, si tu veux faire un deal, peut faire un deal. Non, mais au-delà de la plaisanterie, nous, on a besoin de limiter les inégalités. Vous voyez, on n'en est pas à vouloir Byzance, mais à réduire ces inégalités. La mobilité est un facteur pour nous, pour, je disais, lutter contre l'éloignement, parce qu'on sait bien qu'on ne va pas avoir un CHU dans chaque village en France. On n'a déjà plus d'école, et on va là-dessus, parce qu'on n'est aussi pas idiot, on n'a pas envie de payer plus d'impôts. Donc l'État organise les affaires dans ce sens qui est celui-là. C'est-à-dire que toi, tu es responsable de toi. Et des fois, il y en a qui nous disent, je ne sais plus qui avait dit de traverser la rue, là. Toi, tu es responsable de toi. Si t'es pas ci, c'est de ta faute. Si c'est pas ça, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, l'État, il est plus comme, j'allais dire, à la sortie de la guerre, en 1945, soyez malade, la Sécu, on s'occupe de vous. On n'en est plus là. Mais il y a sûrement un juste milieu avec toutes ces problématiques qui sont les siennes. Ok, merci beaucoup à vous deux, parce que le débat était un peu vif et animé, mais je pense qu'il suscite chez vous de nombreuses réactions ou témoignages, ou voilà, il y a des élus dans la salle peut-être, ou pas. Allez, monsieur, après Sylvie. Merci. Lionel Gatineau, FNOT, Fédération des usagers du transport. J'aurais deux questions à poser à Gilles Noël, parce que j'ai vu qu'il y avait une belle proximité avec Michel Nognaud. Pour l'engueuler, oui. Non, mais, sur deux dossiers qui concernent ton département. Quelle a été la mobilisation des élus ruraux pour la ligne Nevers-Dijon, qui a été fermée 6 mois, et en fait qui aboutira à une remise en état, aucune amélioration. Donc en termes de mobilité, c'est quand même pas top. Et l'autre question, c'est sur les lignes interurbaines. Au niveau de la FNOT, on a fait il y a 3 ans, on a fait un état des lieux de toutes les lignes interurbaines de la région, Bourgogne-Franche-Comté. Et là où il y avait le plus, on va dire, de retard, c'est sur la Nièvre. Et quand la région a pris la compétence, nous, on espérait que là où il y avait vraiment des manques, qu'il y aurait une amélioration. Or, depuis la prise de compétence par la région, c'est un statu quo et il n'y a aucune amélioration. Et dans votre département, quelle a été votre mobilisation au niveau des élus sur ce dossier? Alors, sans faire circuler des bus vides, mais maintenant avec le système de transport à la demande, on peut apporter du transport en commun en milieu rural. Bon, alors ça c'est... Ok. Alors, première chose sur la ligne Nevers-Dijon, où ils ont mis 30 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme on ne cause pas avec la ville, et que la ville, c'est sa gare, son train et autres, bah nous, on n'a pas bougé une oreille, hein, les élus ruraux. Parce qu'on ne se permet pas d'aller sur les plates-bandes de la ville. Donc ça, c'est la première chose. Alors après, c'est bien, c'est pas bien, mais je vois bien, hein, c'est ma gare, c'est mon train, c'est mon hôpital et autres. Moi, j'essaye d'expliquer que s'il n'y a que la ville
qui va à l'hôpital, il ferme. S'il n'y a que la ville qui prend le train, c'est pareil, il ferme. On sait qu'il y a ça. L'avantage sur notre département, c'est qu'on n'est pas taxé pour se garer, par exemple à Nevers, puisque on prenait l'exemple de Nevers. À Nevers, j'ai d'ailleurs félicité le maire à cette occasion-là, pour lui dire qu'il ne prend plus 700 000 € de droits de parking. Vous savez, jusqu'à il y a quelques années, vous mettez un ticket. À Dole, on met un ticket. Hein. J'en ai mis un, moi, tout à l'heure. Je verrai si je paye, mais bon. Donc, à Nevers, il a fait le choix, mais pas pour les ruraux. Hein. Il a fait le choix de ne pas taxer le parking en centre-ville. Donc, nous, les ruraux, on en profite, puisque c'est nous qui venons bosser ou acheter des trucs à Nevers, même si les Neversois le font aussi. Ça, c'est la première chose. Donc, on ne va pas sur les plates-bandes de la ville. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je le regrette, mais c'est comme ça. Pour la fibre, pour toutes ces choses-là, on voit bien que les opérateurs sont allés en ville et que c'est les collectivités qui ont mis des ronds pour qu'ailleurs dans le département, on puisse avoir accès à la fibre. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les transports, comme tu disais, interurbains, nous, c'est compliqué. Heureusement qu'on a la voiture. Je vais juste prendre mon cas. Moi, je vais à Paris tous les 4 matins. J'ai 3 gares à ma disposition pour prendre le train et aller à Paris. Donc, non, j'en ai 4. Donc, je choisis, suivant les horaires que j'ai, en essayant de ne pas me faire piéger, parce que ça m'est déjà arrivé, parce que le soir, après 19h, Walou pour rentrer. Donc, oui, mais c'est aussi des réalités. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un du département de la Nièvre là, qui s'est levé à 3h30 pour être là à l'heure, hein, je rappelle. Hein. Ce soir, pour rentrer, c'est la misère chez elle. Elle a pris la voiture, le bus, je sais pas quoi, le covoiturage. Voilà. C'est ça la réalité. Donc, suivant où on va, on prend ça. Et encore, on a un train d'équilibre du territoire, puisqu'on a un Clermont-Paris qui fait. Donc, nous, on se dit, ça, c'est bien. Ou de l'autre côté, on a une autoroute, écoutez bien, à 45 bornes. Donc, nous, on est contents avec ça, pour faire ça. Mais c'est la voiture qui règle tout. Hein, on est là-dessus. Donc, le train, quand il passe, ou quand il est annoncé qu'il ne va pas passer, ou le bus qui est... Non, mais c'est le cirque. Alors, pareil, hein, rentrer un vendredi soir de Dijon à La Roche-Migène. Excusez-moi, on parle cuisine. Hein. Rentrer un vendredi soir de Dijon à La Roche-Migène. À La Roche-Migène, derrière, c'est un bus qui vous emmène jusqu'à Auxerre. Donc à Auxerre, tu laisses ta voiture. Donc toi, tu fais ça. Tu arrives, il y a 100 personnes sur l'arrêt de bus. Et puis tu as le chef de gare, enfin un mec de la gare qui vient, et l'autre il ouvre le truc. Il est où ton collègue ? Non, il n'est pas là, c'est pas prévu et autres. Donc toi, tu es comme un âne, tu rentres là-dedans, tu en laisses 50 sur le truc. Donc nous, il y a un système, mais on ne peut pas discuter avec Michel, parce que Michel, il a la vérité en lui, et il a un regard... Mais non, mais je le dis, on s'est épinglé, hein, pour l'histoire du bus, voilà. On s'est épinglé. Il a un regard régional, il a un regard macro et autres. Mais nous, on a les pieds dans le truc. Hein. Donc on est effectivement désavantagés. C'est pour ça que je parle d'inégalité. Alors moi, je me débrouille. Je me lève, je prends ma bagnole, je vais à tel endroit, je choisis, suivant les horaires, je reviens, je paye pas. C'est excellent. Hein. Non, faut pas que je lui dise ça, sinon il va me croire. Bon voilà. Donc oui, il y a matière à améliorer. C'est comme la SNCF avec ce qu'on dit. Hein, on parle souvent des trains en retard et on parle peu des trains à l'heure parce qu'il y a quand même des choses qui se font. Mais honnêtement. Il y a quelques fois, regarde, pour aller à Dole, voilà, de mon département, il y a une carte en dessous, là, où il faut coller son petit truc, ou au-dessus, enfin, je sais plus où. De la Nièvre, regardez combien il y en a. 4. Voilà. Et puis, où est-ce qu'on est en plus ? À l'extérieur. Bon, le fait de cet éloignement, je vais dire, hein, plutôt, il pose un principe de réalité qui ne fait pas. Hein, voilà. Résultat d'opération, ça renforce la place de la voiture. Donc il n'y a que les nantis qui viennent quand ils sont invités. Ouais, les présidents d'assos, de maires ruraux. Sylvie. C'est une question pour vous parler d'aménagement du territoire. En fait, il n'y en a plus beaucoup, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas, ou plutôt, en fait, elle se fait en creux par la métropolisation. Donc, en attendant que l'État se réinvestisse sur la question de l'aménagement du territoire et de la réduction des inégalités territoriales, pourquoi vous ne mettriez pas d'accord, par exemple, tous les deux ? En Île-de-France, il y a un habitant sur 2 qui veut partir, et en particulier pour 2 raisons. L'inconfort des trajets quotidiens et le non-accès à la nature.
Et de toute façon, le non-accès à la nature, on ne peut pas y faire grand-chose, en fait. Si on se dit qu'il faut vraiment agir tout de suite, c'est pas demain que les Franciliens ils vont accéder à la nature. Comme en fait ils veulent partir, en réalité ils le font, puisque la population elle ne cesse, le solde migratoire il est en défaveur de l'Île-de-France, les gens dès qu'ils peuvent ils partent. Et pourquoi on n'organise pas une politique de peuplement au départ de l'Île-de-France, d'une mégapole dont une partie des habitants veut partir, en faveur de territoires où il fait meilleur vivre? Alors, moi, je vais vous dire 2 choses. La première chose, c'est qu'on ne se connaît pas. Lui, je ne le connais pas, lui. Et je ne vais jamais le revoir. Parce que pour accéder... non, mais c'est la réalité. Vous avez raison, on a déjà pensé à ça. On s'est dit, mais comment on pourrait faire en sorte que Total, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, puisse, avec des politiques, parce qu'ils aident aussi leurs salariés, comment on ne les accrocherait pas? On ne sait pas où taper. Et ça, c'est vraiment un problème, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des choses qui pourraient... Alors, ça ferait sourire. Paris-Varzy, enfin, ça ferait sourire, mais je crois à ce que vous dites. Et entre-temps, pour revenir sur la mobilité, on s'organise quand même sur nos territoires. Parce que tout à l'heure, je vous ai donné le verre à moitié vide. Il y a par exemple quelqu'un qui a créé une application qui s'appelle Tout Autour. Tout Autour. Et à partir de là, il essaye de générer, et d'ailleurs on va faire un partenariat, nous les maires ruraux là-dessus, il essaye de générer de l'interaction. Ce que je disais, se voir, rencontrer. Donc devenir adol, c'est intéressant. Parce que voilà, on échange sur des mondes complètement différents, mais qui peuvent trouver des points d'accroche. Et cette application-là, elle fait en sorte que on se cause. Moi j'ai une vieille paire de lunettes, je vais mettre Tout Autour, vieille paire de lunettes, je vais à Dole, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Voilà, c'est un truc tout con. Alors on est bien d'accord, c'est sur un cercle, un périmètre qui fait peut-être 10 km², enfin un peu plus. Mais bon voilà, c'est comme ça. Mais il y a quand même des choses. Et puis chez nous, ce qui nous sauve, c'est la solidarité de voisinage, qui fait qu'on arrive à se déplacer. C'est le fait aussi, je vais vous dire aussi, même si quelqu'un peut m'accuser, c'est quand vous êtes au chômage, t'as rien à faire. Tu vas amener la grand-mère chez le dentiste. On a aussi ça qui joue pour faire en sorte. Donc on s'en sort, quand je disais tout à l'heure, sur ces politiques d'aménagement du territoire, on sait très bien, je suis d'accord avec vous, il y a longtemps qu'on n'y croit plus à ça. Donc on se débrouille. Et c'est bien la solidarité de voisinage. Parce qu'on se connaît, on se cause, on s'engueule, ou on va au match de foot, dans les bistrots, ou sur le marché et autres. Donc c'est ça qui fonctionne aussi chez nous. Mais moi je suis d'accord avec vous. Et si David prenait, si vous pouvez enregistrer, s'il vous plaît, si David voulait prendre l'engagement de voir comment, parce qu'il y a déjà des choses qui existent sur signature de partenariat entre Paris et le Sud, ou entre Paris peut-être même et d'autres villes ou villages qui peuvent se faire. Moi, je serais le premier, mais pas moi en tant que maire de Varzy, mais moi au nom des maires ruraux, moi je serais le premier à acquiescer par rapport à ça. David, un petit Paris-Varzy. La convention Pourquoi est prête. C'est prêt. Alors d'abord, juste quand même je vais répondre à votre question parce que je la trouve. D'abord, je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Alors il y a plein de trucs parce que quand tu dis Paris, il y a quand même beaucoup de confusion. Moi, je suis là pour représenter la collectivité. Je ne suis pas là pour représenter l'État ou le gouvernement. Alors je sais que du coup c'est facile de dire à Paris parce que tout est mélangé. Mais attention. Moi, je ne représente pas, c'est pour ça que je me permettais cette petite blague sur le fait que je n'étais pas à Matignon, ce qui est vrai, mais au-delà de la blague, ici, je représente la collectivité, donc je suis un élu local, même si c'est particulier d'être un élu local à Paris, mais moi, je suis attaché à cette dénomination d'élu local. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a un débat. Longtemps, on a pensé que la réussite d'une politique municipale, et notamment une réussite politique municipale à Paris, c'était de faire que Paris gagnait des habitants. Et donc avait un solde migratoire qui était un solde migratoire positif. Ça, c'est la métropolisation. Et ça, c'était la politique, d'ailleurs, qui a été menée par la majorité de gauche et écologiste, puisque c'était un des marqueurs du bilan de Bertrand Delanoë. Alors, c'était une autre époque, mais c'était vraiment cette volonté-là de gagner des habitants. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup attaqués, peut-être par les libéraux, en disant vous perdez des habitants, votre solde migratoire est négatif, et donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, Paris, c'est un peu c'est l'hécatombe, c'est l'enfer, tout le monde veut se barrer. Bon, ça peut être un peu vrai,
mais je vais y revenir quand même sur la ville, ce que ça représente et notamment sur la question de la mobilité. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut organiser la décroissance. Donc, la décroissance des villes. Donc moi, je ne suis pas opposé à dire que des métropoles qui sont quand même profondément enrichies pendant ces dernières années soient aussi financeuses. Alors elles le sont par des mécanismes de redistribution organisés d'ailleurs par l'État, mais de manière plus directe pour qu'en effet nous puissions peut-être organiser des migrations de population pour celles et ceux qui le souhaitent. Mais il ne faut pas uniquement faire de l'habitat, il faut aussi faire de l'activité économique. Parce que une des clés, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, c'est quand même la mixité. C'est qu'aujourd'hui, tu as raison, la plupart des trajets, c'est pour aller travailler. Ça, c'est l'essentiel des trajets, et notamment, c'est les trajets dits contraints, qui font qu'en fait, on a concentré, je parlais d'un confetti de ville, mais en plus, dans ce confetti de ville, on a concentré dans des micro-confettis l'essentiel de l'activité économique. Et donc, du coup, vous allez à la Défense. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait un stage alors, je ne devrais pas le dire, mais c'est à La Chelle, quand j'étais plus jeune, dans une boîte pétrolière. C'était à la Défense. Et j'étais logé chez mon oncle à Lagny-sur-Marne. Et c'était l'enfer. Il fallait se lever à 5h du matin. L'enfer. 5h du matin pour arriver à 8h30 au bureau. Moi, je l'ai fait pendant 2 mois et demi. Mais en fait, les gens le font pendant 40 ans. Mon oncle, il a fait ça pendant 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a subi, lui aussi, la surspécialisation des territoires qui font qu'en fait, on lui a dit, ta maison, tu vas avoir une maison avec un petit jardin à Lagny-sur-Marne et tu vas voir, elle va être pas très chère. Sauf que ce qu'on lui avait pas dit en petite étoile en bas du contrat, c'est que ça, c'était, il fallait qu'il se lève tous les matins à 5h et qu'il revienne tous les soirs à 21h. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une aberration de penser que lorsqu'une ville gagne des habitants, eh bien, c'est un indicateur de bonne politique. Je ne crois pas. Mais je pense que par contre, ça s'organise. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui quittent Paris, c'est les gens qui ont les moyens de quitter Paris. Aujourd'hui, il y a une partie de la population qui est assignée à résidence. Et elle est assignée à résidence. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes propriétaire, j'en parlais tout à l'heure sur le prix des logements, quand vous êtes propriétaire à Paris, vous vendez, on vend un appartement à Paris, on achète 2. C'est la réalité du marché. C'est la réalité du marché. Mais il faut être propriétaire. Et du coup, à Paris comme partout ailleurs, 50-50. Il y a 50% des gens, un peu plus de 50% des gens qui ne sont pas propriétaires. C'est d'abord un monde de locataires. Pour être propriétaire, il faut soit être arrivé sur le marché de la propriété il y a 20 ans, au bon moment, soit être un héritier. C'est une vie d'héritier aujourd'hui. Donc, en fait, les propriétaires, c'est des héritiers. Donc, la question, c'est comment on organise ça. Et moi, je trouve que ça sera sans doute une des questions qui devra être posée dans le débat public, qui est aujourd'hui un peu tabou. Je le vois dans les débats. J'ai vu que la maire de Paris l'avait un peu échappé en disant oui, il faut que Paris perde des habitants. Ça nous a fait 2 heures de débat au Conseil de Paris. Et moi, je pense qu'il faut non seulement pas le lâcher comme ça, je pense qu'il faut l'assumer, l'organiser, travailler avec les territoires. C'est là qu'on peut trouver des formes aussi de coopération, parce qu'on ne peut plus penser les choses. Franchement, Paris intramuros, ça ne veut plus rien dire. Franchement, ça ne veut plus rien dire. Et si on reste dans cette logique-là, qui est une logique vraiment de perception très réductrice des choses, eh bien, on va continuer à faire de la congestion, à faire de la pollution, à faire des gens malheureux et des villes qui sont des villes parfaitement inhumaines. Ceci dit, quand même, tu disais, je veux quand même réagir par rapport à ça. Tu disais, moi, je ne veux pas, vraiment, j'en veux pas, vu comme tu me le présentes. Bon. Moi, je pense que la mobilité, elle n'est pas faite que pour travailler, elle n'est pas que dans une vision, on peut aussi la percevoir autrement que dans une vision libérale. La mobilité, pour moi, je suis attaché au droit à la mobilité universelle, et la mobilité, c'est aussi des formes d'émancipation. La ville, c'est aussi des formes d'émancipation. C'est pas on va pas en ville que pour travailler. On y va aussi pour trouver d'autres choses qu'on ne trouve pas à la campagne. Moi, si je suis parti à Paris et que j'ai quitté mon territoire, c'est contraint parce qu'il n'y avait pas d'université, parce que j'ai voulu faire des études et parce qu'ensuite il n'y avait pas effectivement le travail qui correspondait à ma formation, mais aussi parce que je souhaitais y trouver d'autres choses qu'on ne trouve pas ailleurs.
des formes de culture, on parlait tout à l'heure avec Antoine de stimulation peut-être qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Moi, je ne vis pas les mêmes choses quand je retourne à Vesoul que quand je suis à Paris. Et lorsque vous êtes, par exemple... La culture à Vesoul, pourtant. Non, mais je dis pas, je vois des très bons spectacles à Vesoul, au Théâtre Edwige Feuillard. Mais par contre, non, mais c'est pas la même ambiance. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que on puisse permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent, sans obligation aucune, mais à toutes celles et ceux qui le souhaitent, de vivre leur expérience parisienne, s'ils souhaitent ou elles souhaitent vivre leur expérience parisienne. C'est ça mon truc. Ça passe par les mobilités, ça passe par du logement accessible, ça passe par une qualité de vie. En plus, à Paris, je vais vous dire, une grande partie, on a un truc, puis je m'arrêterai là, mais il y a un truc quand vous faites de la politique qu'il faut savoir. C'est que 50% des gens qui votent dans l'arrondissement en 2020 ne voteront plus en 2026 parce qu'ils seront partis. Parce qu'il y a une énorme mobilité. Énorme mobilité. La ville, et notamment en particulier la ville capitale, est une ville de brassage. C'est une ville où on vient, mais où on n'y reste pas forcément. Est-ce que c'est grave ? Non. Par contre, est-ce qu'il faut organiser ça ? Oui. Gilles, veut-il vivre son expérience parisienne ? Madame, vous aviez, sur ces phénomènes de migration, on l'a vécu avec la Covid, où nous, on s'est dit, banco, ils vont tous venir dans nos villages. 1,2 million de franciliens. Ils vont habiter 365 jours par an, les maisons ne vont pas être fermées l'hiver, et du coup, quand il y aura une fête, une association, ils seront présents. Figurez-vous que les chiffres, voilà, c'est comme ça. Hein. L'INSEE nous a dit quoi ? 18% des métropolitains, je ne vais pas les appeler les Parisiens, hein, des métropolitains sont venus dans ce qu'on appelle l'hyper-rural. Vous savez, là où vous avez le plus de vieux, mais il y a encore quelques emplois industriels. Et la plus grande partie est venue dans les 30 000, 50 000 habitants, enfin dans les villes de 30 000, 50 000. D'abord pour pas trop perdre l'habitude de la ville, mais c'est aussi parce qu'il y a des services et qu'ils ne voulaient pas trop s'éloigner de ça. Parce que à Paris, on est gavé de services. Donc du coup, pour ceux qui ont des sous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce phénomène, il est très contradictoire. On voit bien, l'hyper-rural, c'est aussi un peu compliqué parce qu'on s'y emmerde dans les villages. Si vous n'avez pas un regard sur ce qui se passe autour, si vous n'aimez pas marcher, si vous n'aimez pas ceci, si vous êtes habitué à aller au spectacle le soir, aller dans un resto à 21h pour manger, ben voilà, il y a quand même ça chez nous. Si vous avez un autre regard et que les gens à côté ne sont pas trop rustres et que vous arrivez à rentrer chez eux parce qu'il y a la confiance. Mais non, mais c'est la notion de confiance aussi qui se traite dans les milieux ruraux. Hein, confiance, croyance et respect partagé. Hein. C'est ça. Hein. Ça marche pour l'innovation, mais ça marche aussi pour le milieu rural. Donc on a ces phénomènes. On a des gens qui veulent, mais qui ne peuvent pas pour des raisons X ou Y. Pour ce qu'a expliqué David, ben moi, mes gamins à 15 ans, comment ils vont faire pour suivre leurs études ? Qu'est-ce qui va se passer ? Puis vous avez tout l'inverse. Je te l'annonce, hein, on a une médecin de Versailles qui vient d'acheter un domaine agricole, qui vient, ils ont des grands-enfants, dans un village, le trou du cul du monde s'appelle Changy, vous verriez, le trou du cul du monde. Mais ils veulent mettre des chevaux, des abeilles et autres, et donc là, ils ont trouvé... donc on a vraiment tout. Mais c'est quand même pas la grande majorité. Simplement, nous, 18%, ça fait 18% de plus. Donc ça nous intéresse. Ok, alors je ne sais pas si on a abouti. Allez, Catherine, une petite dernière, parce que je vois que le temps tourne, et puis je vais me diriger après vers Sandrine, qui s'affaire. Oui, non, mais je pense, en filigrane, je pense que tous les deux, vous avez abordé, alors avec des contextes différents, la question de l'aménagement du territoire. Et David, tu l'as dit, c'est quelque chose qui s'organise. Et puis la notion de service public, parce qu'on a parlé des écoles, on a parlé de la santé et tout. Sans même parler de CHU ou de CHU ou de gros hôpitaux, il y a quand même un vrai sujet par rapport à ça. Et j'en profite pour dire qu'il y a quand même aussi tout l'aspect démographique qui arrive, avec le baby-boom qui se transforme en papy et mamie-boom, et ça intéresse aussi les mobilités, mais ça intéresse aussi la façon dont on peut vivre correctement cette partie de la vie, et en s'appuyant aussi sur ce à quoi ont contribué cette génération, sans qu'elle se sente attaquée, parce que c'est à cause d'elle qu'il y a aussi le bazar du changement climatique, etc. Je pense que l'aspect intergénérationnel et pas jouer les conflits
les uns contre les autres, ça me paraît vraiment essentiel. Donc aménagement du territoire avec des spécificités. On imagine bien ce que David on voit bien ce que David a décrit pour Paris, la métropole de Paris, mais on voit bien aussi ce qui se passe dans chacun de nos territoires avec les évolutions, encore une fois, démographiques, mais aussi la place de chacun et puis aussi toutes ces interrogations qui sont arrivées avec la pandémie. Donc moi, je pense qu'on a quand même des chantiers à faire valoir. Et quand vous dites 33% de la population qui est sur 80% du territoire, il y a quand même, je voudrais quand même souligner qu'au Parlement, il y a quand même une chambre qui est censée représenter les territoires qui s'appelle le Sénat. Et les sénateurs, de ce point de vue-là, il ne faut pas hésiter aussi à les interpeller parce qu'au-delà de leur étiquette politique, ils sont aussi représentatifs de la diversité des territoires et il y a des choses à faire remonter de ce côté-là. Et puis, pour revenir plus spécifiquement sur les mobilités, je pense que quand même, l'enjeu, c'est aussi, et on l'a dit de différentes façons, c'est la question du partage de l'espace public. Parce que moi, je pense que le jour, mais à la limite que ce soit dans les grandes villes ou dans les villages ou les communes rurales, où on verra de nouveau les gamins pouvoir jouer dans la rue, et pouvoir se déplacer sans avoir ce sentiment d'insécurité qui est quand même très véhiculé à juste titre à certains moments dans la société, mais ce sentiment est quand même plus ou moins instrumentalisé et ça constitue des freins mentaux par rapport à des vraies décisions de dire mais cet espace public en termes de surface c'est énorme. Et à qui c'est dédié ? Pour l'instant, on l'a dit tout au long de cette journée, c'est quand même la voiture individuelle. Et là, il faut libérer pour être plus dans la rue, plus dans cet espace. Et ce à quoi ça peut aussi contribuer, c'est d'arrêter d'avoir peur les uns et les autres, parce que ça aussi, la toile de fond de ça, c'est énorme. Bien sûr. Merci Catherine. Alors libérer, je vais vous libérer. Mais peut-être un petit mot de conclusion, l'un et l'autre, avant qu'on passe à la séquence suivante. En 2 mots, parce que vous êtes très bavards l'un comme l'autre. Qui veut démarrer ? Moi, je ne sais pas si je peux conclure par rapport à ça. Ce que moi, ce que je sais, c'est que nous, notre ADN, c'est de ne jamais renoncer, les élus ruraux. Donc, il y a des défis, et la mobilité en fait partie, l'aménagement du territoire, ça j'en parle, les services, voilà. Mais ne jamais renoncer. Donc, c'est aussi à nous d'innover, c'est à nous de nous prendre aussi en main. Par contre, c'est quand même d'aller pleurer un peu dans les ministères, dans la capitale, parce que c'est vrai que on pourrait faire, et je m'en excuse auprès de toi, c'est pas du tout ça. Donc voilà, on a besoin donc de relayer ça. Alors que ce soit, comme vous dites, au Parlement. Il existe un Parlement rural en France. Je ne sais pas si vous savez ça. Et il existe un Parlement rural européen. Parce que c'est pareil, je vous ai dit 33-88, c'est ça les chiffres. Mais en Europe, c'est le même bazar. Il n'y a pas que des villes à Eindhoven, Amsterdam ou autre. Il y a aussi tous ces espaces ruraux. Donc moi, je crois que c'est ensemble qu'on peut le faire pour contribuer à créer les conditions du changement. Donc c'est à nous de se prendre en main, les élus, la société civile, les politiques aussi de faire. Et puis après, c'est aussi, j'en discutais un petit peu sous un autre aspect, si vous voulez. On est conditionné, je vous le disais tout à l'heure, si vous discutez avec des gens qui sont spécialistes de neurosciences, ils vont vous expliquer. Les mauvaises nouvelles rentrent mieux dans la tête de chacun que les bonnes nouvelles, parce qu'on est organisé. Donc il faut qu'on se fasse violence. C'est plus d'histoire de l'hémisphère gauche et hémisphère droit. C'est comme ça. Le cerveau, il est organisé comme ça. Donc on a aussi besoin de se faire violence. Et pour moi, c'est logique de mobilité, c'est logique d'aménagement du territoire, c'est logique elle passe par le vivre ensemble. Pour moi, ce sont les éléments essentiels qui nous permettront d'aborder l'avenir pour nous-mêmes, pour nos parents, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants, dans les moins pires conditions. Oui, plein de choses du coup, mais je vais essayer d'être court, puisque je parle trop, j'ai compris le message. Je vais faire un truc qui peut paraître un peu démago, mais je le pense vraiment. C'est que je pense qu'il faut qu'il y ait un danger à continuer à opposer les questions urbaines avec les questions rurales. Elles ont leurs spécificités. Et ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, on l'a vu là dans la discussion. On n'a pas les mêmes réalités. Moi, pour avoir vécu les deux,
les deux réalités pour le coup. Je viens vraiment de milieu rural, par les trous du cul du monde, c'est un peu ça quoi, hein, quand même, 110 habitants. Et quand même en termes de mixité, si je peux me permettre d'activité, moi j'étais obligé de prendre la voiture pour faire 7 km et aller chercher mon pain, hein, quand même, c'était un peu ça la réalité, il n'y a plus de boulanger. Et le boulanger ne venait plus avec son camion, donc voilà, c'était ça. Mais quand même, aujourd'hui, une des clés, et ça c'est la question de l'aménagement du territoire, c'est que les villes ont trop pris, les métropoles ont trop pris. Et ça, c'est une réalité. Et je le vois, moi, dans mon quotidien, notamment sur la question du sous-investissement dans le rail, du fait que le désistement, le fait que les services publics ont déserté l'école dans certains territoires, qui se sont retrouvés des angles morts complets, avec effectivement, et là je te rejoins, avec des Parisiens, ou en tout cas des métropolitains, qui ont eu une perception parfaitement tronquée de la réalité. Là, je prends ma part aussi, et notamment, je le vois dans l'univers un peu médiatique dans lequel je baigne, et il m'arrive parfois d'en être un peu l'acteur. Et après, on s'étonne, c'est là où je veux en venir, on s'étonne, nous, de se dire « Oh mon Dieu, on n'avait pas vu venir le score du Rassemblement national ». Ah ben oui, en fait il suffit de lire la presse régionale, il suffit d'aller passer une semaine, j'ai vu à Vesoul le bain de foule qu'a fait Jordan Bardella chez moi, je peux vous dire que ça fait mal, mais ça c'est aussi la conséquence d'une politique qui a été menée, qui fait que plus personne s'y retrouve, ni en ruralité ou dans les ruralités, ni dans les urbanités. Parce que vivre en ville, ça ne veut rien dire. Hein. Quand vous vivez dans le 11e arrondissement, vous n'avez pas du tout la même réalité que si vous vivez en Seine-Saint-Denis. Hein. Enfin, je veux dire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourtant, vous vivez en ville. Donc, en vrai, plus personne s'y retrouve. Avec des problématiques qui sont effectivement des problématiques très différentes. Mais, à la fin, finalement, personne ne s'y retrouve et on se retrouve avec une sorte de fracture. Qui est une fracture sociale, une fracture territoriale et de facto une fracture politique qui risque de nous emmener dans le mur. La question des mobilités, c'est une des clés pour recoudre tout ça. C'est pas la seule, mais c'est une des clés pour recoudre tout ça. Et moi, je crois fondamentalement que, et un des éléments, on peut avoir des discussions et des débats très nourris sur le sujet, mais une des clés, c'est de retrouver en fait ces coutures-là. Voilà. C'est pour ça, je le redis ici, c'est pour ça que lorsqu'on finance en fait des lignes de chemin de fer et du rail, du transport du quotidien, qui sont connectés à Paris ou par les villes, mais qui permettent d'irriguer aussi les territoires qui sont des territoires ruraux, c'est bon pour Paris. Je le dis parce que c'est bon pour nous collectivement. Donc c'est pour ça que je voulais quand même finir avec ce côté-là. Je m'attendais à être un peu étrié quand même sur la question parisienne et le côté bobo. Ça, tu l'as pas trop fait, mais ça va. C'est pour le coup d'après. Du coup, c'est moi qui le fais. Mais au-delà de tout ça, au-delà de d'ailleurs, il y a une réalité, hein, donc c'est pas, moi je le prends tout à fait bien, ça fait partie du jeu. Mais au-delà de tout ça, en termes de politique publique, nous avons trop souvent et trop longtemps des décennies opposées, en donnant à l'un et en ne donnant plus à l'autre. Je pense qu'il faut s'arrêter avec ça. Merci beaucoup et bravo. Débat passionné.